Boker Tov. Alors, vous avez l'habitude, je désactive les micros et si vous avez des questions, c'est sur le chat. Alors, donc comme je vous disais, en fait, on va terminer le séminaire sur la gestion des émotions. On va aborder aujourd'hui le dernier thème qui est la parole et le silence. Vous allez voir. Et en fait, je voulais le faire en une fois, mais je vois que je pense qu'en une heure, je vais pas réussir à tout couvrir. Donc, on va commencer. On va commencer et vous allez voir qu'en fait, je vais diviser le cours en deux parties. Alors, ça va pas être parole puis silence. Ça va être un petit peu différent. En fait, on va faire un cours sur ce qu'on appelle sourd mera, c'est-à-dire s'éloigner du mal. Et le deuxième cours la semaine prochaine, et comme ça on aura fini avant Hanouka, ça sera sur Asetov. C'est quoi Asetov et c'est quoi Sourmera? Sourmera, c'est en fait comment maîtriser sa parole, comment ne pas faire de dégâts avec sa parole. Donc c'est en fait maîtriser le négatif qui est en nous. Et le deuxième cours sera assez top, comment créer des choses positives avec notre parole. Et en fait, au fur et à mesure, parce qu'au début, j'avais eu du mal à construire ce cours, j'étais restée sur parole et silence. Mais au fur et à mesure, vous allez voir pourquoi j'ai divisé le cours comme ça en Acetov et Sourmera et Acetov. En maîtriser sa parole et maîtriser son silence, ou bien avoir une parole constructive et même, on va avoir un silence constructif. On peut faire passer des choses extraordinaires par le silence. Alors, on est parti. Donc, déjà, on peut diviser, il nous dit comme ça, le Orphad Sadikim, on peut diviser la parole en 5 catégories. Alors, suivez-moi parce que cette chose-là est très importante. Vous allez voir. Donc, il nous donne 5 catégories. Euh, on va y aller. Alors, en commençant par la première, la super, la positive, la géniale, c'est en fait parler de Torah, parler de Emouna, parler de choses qui sont relatives au mitzvot. D'accord? La prière également, la tfila, donc ça fait partie de cette catégorie-là. C'est-à-dire que quand on prononce des paroles de Emouna, de tfila, de Torah, chaque mot, chaque lettre prononcée est une mitzvah. D'accord? Ça, c'est la première catégorie. Ensuite, je vais aller à l'autre extrême. Je vais passer directement à la 5e catégorie, qui est les choses interdites, ce qu'il faut fuir. C'est-à-dire les paroles grossières, ce qu'on appelle en hébreu niboul p, la médisance, le colportage, dire du mal des gens, mentir, faire un faux témoignage. Et également, ce qu'on va mettre dedans, et c'est très important, vous savez qu'on a une mitzvah de ne pas faire de onaat dvarim. C'est quoi onaat dvarim? C'est faire de la peine à quelqu'un avec nos paroles. Il y a d'ailleurs un livre extraordinaire qui a été écrit, je vous le montrerai. Pour moi, c'est vraiment du même acabit que le Rafetz Chaim sur le Lachon Hara. C'est un livre qui a été écrit sur Ona Dvarim. Comment, en fait, s'entraîner tout simplement à ne pas faire de la peine avec nos paroles. D'accord? Bon, on va aborder tous ces sujets-là, vous allez voir, ça va être extraordinaire. Ensuite, donc vous avez compris, on a le premier et le dernier. Donc, mitzvah avera. Chaque mot là que je dis, c'est une faute. OK? À chaque fois que je prononce un mensonge, chaque mot que j'ai prononcé, j'étais en train de faire une avéra. OK? Ensuite, on a donc vous voyez, j'ordonne comme ça. J'ordonne dans ce sens-là. Donc là, on a l'extrême positif, l'extrême négatif. Ensuite, là, près du positif, eh bien, on va avoir quoi? Les paroles souhaitées, recommandées, qui font du bien. Les gens qui disent des paroles de émettent, les paroles qui encouragent, les paroles qui font des compliments, les paroles qui font du bien à une personne, en fait. D'accord? Donc là, on est dans la deuxième catégorie. Et celle-là, elle est souhaitable. D'accord? Ensuite, je repasse de l'autre côté. Vous voyez, donc en fait, on a super positif, super négatif. Là, on a du positif, d'accord? Et là, on va avoir en quatrième du négatif. Alors, il s'agit de quoi? C'est très intéressant. Il dit
En fait, ce sont des propos qui sont pas mauvais en soi. C'est pas de la ou du colportage ou du mensonge, d'accord? Mais en fait, c'est des paroles qui ne sont pas du tout nécessaires. C'est des futilités. C'est parler des gens. C'est qu'est-ce qui s'est dit à propos de sur Twitter. C'est parler des gens qui réussissent. Mais vous savez qu'ils réussissent pas selon notre manière de Torah. Vous voyez, parler de, je sais pas, j'imagine Elon Musk pour dire ah ouais vraiment. Alors lui, voilà, il est trop inspirant, il est super savez, des fois, des conversations à table, parfois même à Shabbat, vous avez envie de dire, franchement, j'ai envie de m'enfuir d'ici, c'est vraiment pas du tout intéressant comme conversation. Parler de politique, parler de... Voilà, bon, voilà. Avoir un mot à dire sur tout. En vérité, ça nous apporte rien le plus souvent. Et la plupart du temps, ce qui porte les gens à raconter toutes ces choses-là, c'est souvent la motivation première, c'est de montrer qu'on sait tout sur tout. C'est de savoir, de dire que ah, moi je sais analyser, hein. Moi je sais analyser la politique, moi ça je connais. En fait, c'est juste simplement se mettre en avant. D'accord? Alors, il n'y a pas de la shonara dedans, il n'y a pas de médisance. Mais ce sont des paroles qui sont véhiculées par en fait des sentiments qui sont assez futiles et assez négatifs. D'accord? Donc, vous avez compris, on a le super positif, c'est la tfila. Le positif, c'est dire bonjour à quelqu'un, tout simplement. Comment ça va? Comment vas-tu? Ça, donc c'est souhaitable. Ensuite, le pas souhaitable, c'est des choses voilà, qui sont vraiment pas nécessaires et qui sont souvent pour se la raconter. Et puis le dernier, donc, c'est les avérotes. Alors, Dodi dit parfois c'est pour meubler la conversation. Alors justement, je vais en parler. Parce que parfois, il y a une grande vertu aussi à savoir laisser du silence. Il ne faut pas avoir peur des blancs. D'accord? Parfois, un blanc veut dire beaucoup de choses. Mais vous allez voir, on va dérouler au fur et à mesure. Alors, la troisième catégorie, c'est celle qui m'intéresse le plus. La troisième catégorie, c'est quoi? Ce sont en fait les paroles nécessaires, indispensables pour vivre, pour faire du commerce, pour faire échanger des choses par rapport à la maison, le fonctionnel. J'ai besoin que tu ailles me faire des courses, j'ai besoin que tu ailles faire ça et ça, d'accord? Ce sont des paroles qui sont nécessaires et de base, elles n'ont pas de teneur. Elles sont entre guillemets parvées. Et sur ça, j'aimerais quand même faire une parenthèse très importante, puisque nous sommes à l'approche du 19 Kislev, Yud Tet Kislev, qui est l'anniversaire de la Chassidoute Chabad. D'accord, Lubavitch. Et j'aimerais vous expliquer un concept quand même très très important, puisque en fait, il est relatif à ce troisième domaine, qui est le domaine qu'on appelle d'habitude neutre. Mais vous allez voir que dans la pensée chassidique, et c'est une des grandes révolutions du Balatania, donc celui qui a écrit le Tanya, Rafiner Zalman de l'Iadi, et dans le Tanya, donc le Tanya, si vous voulez, il a mis c'est un livre de Marshava, c'est un livre de pensée absolument révolutionnaire qui traite de notions en fait de Kabbale et qui nous donne des outils pour avoir une bonne gestion de vie, d'accord? Pour réussir sa vie sur Terre. Et il nous dit qu'il y a des domaines qui appartiennent à ce qu'on appelle la Klipat Noga. Alors, n'ayez pas peur, c'est voilà, c'est un petit peu de cabale que moi je vous rapporte à mon niveau à moi, hein. Ne croyez pas que j'étudie le Zohar la nuit, voilà. Mais en l'occurrence c'est mon mari qui m'a expliqué parce qu'il est un peu plus versé dans le Tanya que moi. En tout cas, donc la Klipat Noga, c'est quoi? Si vous voulez, donc ce qui explique le Balatania, c'est que, si vous voulez, il y a les deux domaines, comme on vient d'expliquer, qui sont le domaine de la Gdusha. Tout est le domaine de saint. Donc là, on va trouver tout ce qui est mitzvot. Donc en ce qui concerne la parole, on va trouver le degré 1 et le degré 2. Quand je fais une prière, eh ben, ça s'appelle la Gdusha. Quand je dis un mot gentil à quelqu'un, ça s'appelle aussi une mitzvah. D'accord? Ensuite, de l'autre côté, on a ce qu'il appelle les klipot atéméot. C'est quoi les klipot atéméot? Ce sont les catégories impures. Donc, clairement, dire des paroles de mensonge,
ou de faux témoignages ou de médisance, hop, on est du côté impur. Et puis au milieu, il y a ce qu'on appelle la klipat noga. Noga avec un he à la fin, pas avec un aïn. Moi, je crois que c'était avec un aïn, ce qui veut dire toucher. Non, noga. Klipat noga, le mot noga veut dire, si vous voulez, ça veut dire lueur. Donc c'est une clarté, mais une clarté qui est un petit peu tamponnée, comme une lueur mais mêlée d'ombre. C'est ça ce qu'on appelle la klipat noga. Elle est mi-ombre, mi-lumière. Il s'agit de quoi? Il s'agit de domaines qui sont de l'ordre souvent du quotidien et qui sont à la base un milieu, un mélange de bien et de mal. D'accord? C'est ni pur ni impur. Et en fait, quand on utilise ces choses-là et que en fait on a des cavanotes, on a des intentions pour que ça serve à Shem, eh bien, on a pris la klipat noga et hop, on l'a élevé vers la sainteté et ça devient une mitzvah. C'est la raison pour laquelle, lorsque on mange pour avoir la force, par exemple, pour étudier, alors ça s'appelle que le petit déjeuner, il s'appelle mitzvah du début à la fin. Tu dis, mais moi, pourtant, je kiffais quand j'ai mangé mon croissant, c'était super. Mais écoute, on peut kiffer et en même temps être dans la gdoucha. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, ça répond à nos besoins. Et en plus de ça, on peut y prendre du plaisir. Mais vu qu'il y avait des cavanotes, des intentions qui sont pures, il y a du sens à mes actes, eh bien, tout prend une teneur de mitzvah. D'accord? Tu connais ça, toi? Ouais, tu connais? Oui. Ah oui, c'est vrai. Parce que mon fils, je vous avais déjà montré une BD sur le Tanya qui est très très bien faite. Donc il m'a dit qu'il connaît la Kripat Noga. Ensuite, donc voilà, par exemple, ça peut être s'habiller. Je m'habille pour l'honneur de qui? Je m'habille pour l'honneur de d'Hachem ou est-ce que je m'habille pour qu'on me dise, ah, t'es la plus belle? Voilà, je décore ma maison. Est-ce que je décore ma maison pour m'y sentir bien, pour ma Avodat Hashem, ou je décore ma maison pour que quand on arrive chez moi, les gens disent ah, waouh! Vous voyez, quelles sont mes cavanotes? Et le Baal HaTanya dit que, bah, en fait, si on n'a pas des cavanotes, eh bien, si on n'a pas des bonnes cavanotes, alors ça tombe dans l'autre domaine. C'est-à-dire qu'en fait, il nous dit que dans la vie d'un juif, rien n'est parfait. Tout prend une teneur. Donc, si moi, je ne prends pas si je n'ai pas l'intention de lui mettre une teneur positive, alors forcément, ça tombe dans le côté négatif. D'accord? Donc, vous avez compris? Et donc, la Klipat Noga, c'est en fait, euh, donc comme je vous ai dit, c'est ce monde matériel qui n'est pas kadosh, mais qui n'est pas interdit, bien sûr. D'accord? Il est ni à gauche ni à droite, mais c'est un terrain dans lequel le juif peut créer de la gdusha à partir du matériel, du profane, du terrestre, du quotidien. D'accord? Et le but de la vie, selon la pensée Chabad, vous le savez, c'est quoi? C'est de faire de Hachem un roi sur terre. Comme on le dit dans le Allénou les Shabéach, on dit comme ça, qui Hachem ou Elohim, Bashamaim, donc Dieu est le roi dans le ciel. Mais c'est intéressant, mais nous, ça ne nous intéresse pas puisqu'on n'est pas des anges. Par contre, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est Mima'al ve'aretz, ve'alaretz, mitachat. Donc, pardon, Mima'al en haut, ve'alaret, mitachat. Et en bas aussi, les rois sur terre. Mais ça dépend de qui? Ça dépend de nous, ça dépend des Juifs. À chaque fois que l'on teinte nos actions de cavanotes d'intention qui sont pures, comme le fait tout simplement de créer du bien sur terre, eh bien, tout prend une teneur de mitzvah. On fait rentrer Hachem dans des endroits où on n'aurait pas forcément pensé de prime abord, mais on se dit, ah tiens, il y a une transaction financière, par exemple, je dois payer l'électricien eh ben, je peux soit juste le payer et puis c'est tout. Et en plus, franchement, je suis un peu contrariée parce que ça me saoulait de faire cette dépense. Ou alors, je peux me dire, j'ai l'occasion d'être quelqu'un de droit, quelqu'un d'honnête. Et en plus de ça, je me réjouis de participer à la parnassa d'un juif. Oui.
Vous avez compris? Donc, là, en fait, si vous voulez, le but, c'est de donner une teneur à tout ce qui est profane, d'accord? Et, eh bien, c'est ce qu'on va faire avec la parole et avec le silence. On pourrait croire que parler ou se taire, bah, c'est des choses qui sont complètement, qui n'intéressent pas Dieu, en fait. Bah, pourquoi tu veux mettre la Torah là-bas? Oui, si tu me parles de prière, je veux bien. D'accord. Si tu parles à la limite de faire un compliment à quelqu'un, ok. À la limite, je veux bien. Ça s'appelle faire du chesed. Mais tout le reste, parler avec la prof de ma fille, parler avec ma belle-sœur, parler avec ceci, parler avec cela, bah, en fait, c'est comme tous les autres êtres humains, quoi. Il y a rien, c'est ni positif ni négatif. Eh bien, nous, on va apprendre à y mettre du sens positif de manière à ce que même ces échanges-là prennent une teneur de mitzvah. C'est clair? Alors, quelqu'un me demande Dvarim Betelim si c'est catégorie 4. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi Dvarim Betelim. C'est plutôt Dvarim Lo Nitzrachim. Ce sont des choses qui ne sont pas nécessaires. Voilà. Alors, donc, déjà, donc vous avez compris un petit peu comment ça marche la parole. OK? Maintenant, on va s'intéresser aux vertus du silence. Comment le silence peut être positif? Tiens, on n'a jamais pensé à ça. Nous, on se dit, bah, si je me tais, je fais rien, quoi. Je suis passif. Donc, en quoi il peut y avoir une mitzvah? En quoi il peut y avoir quelque chose de positif alors qu'on se tait? Alors, pour ça, regardez Pirkei Avot, le chapitre 5, la Mishnah numéro 7. On nous dit quoi? On nous dit qu'il y a 7 choses chez le Chacham. OK. החכם אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו בחוכמה, ואינו נכנס לתוך דברי חברו, ואינו נבהל להשיב, שואל כעניין ומשיב כהלכה, ואומר לראשון ראשון ולאחרון אחרון, ועל מה שלא שומע אומר לא שמעתי, ומודה על האמת. Alors, vous allez voir qu'est-ce qui fait le sage. Le sage, d'abord, il ne prend pas la parole devant une personne qui est plus sage que lui. Connaissez ces élèves qui disent au prof, non, monsieur le prof, je sais mieux que vous. Il faut bien réfléchir avant de se lancer. Vous savez, mon fils, il a voulu faire ça avec son prof de maths. Il a voulu lui dire, il a dit, ah, je suis trop content, j'ai trouvé une erreur chez le prof de maths. On lui a dit, regarde, refais quand même tes calculs avant de dire, de sauter comme ça et dire, monsieur, j'ai trouvé une erreur. Bon, il a refait les calculs et effectivement, il s'était trompé. Il peut, hein, pourquoi pas. Nous, on encourage évidemment à faire ce genre de choses. Mais juste, on lui dit, réfléchis bien avant de contredire le prof. D'accord? C'est pas quelque chose d'é- d'évident en soi. Il n'interrompt pas son prochain. Il se tait. Il écoute. Vous voyez, il y a une vertu à se taire et à écouter l'autre qui parle. Il ne se presse pas de répliquer. Ah, mais moi aussi, ah, mais moi je sais, ah, mais je sais très bien de quoi tu parles, mais attends, moi aussi, vous connaissez, moi aussi. Ou alors, oh là là, qu'est-ce que je suis fatiguée. Et moi, tu crois que je suis pas fatiguée peut-être? Vous connaissez ou pas? On n'a pas parlé de lui. Il questionne sur le sujet, il pose des questions. Il répond selon la halakha, ça veut dire il répond de manière correcte. Il dit les choses dans l'ordre. Il parle du premier sujet en ce premier, du dernier en dernier. Il dit, attends, tu m'as posé cette question. Attends, déjà, je pense que ça, dans ce que tu m'as dit, c'est déjà la chose la plus importante. D'accord? Donc, il met de l'ordre, il y a de la réflexion, il analyse, il est là, il rend service, en fait, comme ça. Par contre, quand il ne sait pas, il est capable de dire, je ne sais pas. Ça, c'est le signe du sage, ça. C'est le signe du sage. Vous voyez, comme, bon, je ne sais pas si je me considère dans les sages, mais quand elle me dit c'est quoi Dvarim Betelim, bah, honnêtement, je ne sais pas. J'invente pas, quoi. Je ne sais pas. Je préfère dire que je ne sais pas plutôt que d'inventer. Je n'ai pas d'ego à avoir, j'ai rien à vous prouver, on est d'accord. OK? Donc, vous voyez que le Chacham, eh bien, c'est une vertu, la vertu qu'il a, c'est que il sait se taire, en fait. Il ne saute pas sur la première occasion pour montrer qui sait. D'ailleurs, le Tiferet Israël dit qu'en fait, ces 7 traits suivent l'ordre de la conversation. Avant de parler, il ne parle pas devant plus sage que lui. Au milieu de la conversation, il n'interrompt pas. Quand son interlocuteur a terminé, il ne se presse pas de répliquer en disant moi aussi. Quand on lui dit, on lui demande son avis, il questionne sur le sujet. Il dit ah, tu m'as dit ça, mais attends, explique-moi un petit peu mieux.
Ensuite, quand il prend la parole, il répond en plusieurs points. Donc, vous voyez, il y a une analyse. Quand un doute lui vient à l'esprit, il dit que bah, sur ça, il ne sait pas. Et lorsqu'il s'est trompé, il n'a pas peur de reconnaître la vérité. OK? Donc, vous voyez qu'en fait, il peut y avoir de grandes vertus au silence. En connaissant sa place, on laisse sa place à l'autre et il y a quelque chose de fortement positif. Le Khotsadi Kim poursuit en disant que, par exemple, parfois le fait de se taire lorsqu'il y a un affront public, euh, eh bien, ou un affront qui est fait voilà, dans un lieu public, dans un bus, dans un supermarché, quoi, eh bien, parfois, ça donne, le fait de ne pas répondre, ça donne de la noblesse à la personne qui ne répond pas. Comme si cette personne m'a dit une insulte, mais bon, vraiment, ça voulait rien dire, quoi. Donc, ça donne même pas, enfin, j'ai même pas, ça mérite même pas que j'y réponde. Donc, on peut gagner en hauteur, en classe, voilà, tout simplement en se taisant aussi. Ensuite, quand quelqu'un veut partager un scoop avec nous et que nous, on n'a pas envie de, voilà, de parler des autres et qu'on dit, écoute, je préfère qu'on parle de choses, je préfère plutôt que tu me parles de toi. Vous voyez, on essaie de trouver des entourloupes pour changer de conversation. C'est pas toujours facile. Euh, eh bien, il nous dit le Khot Sadikim. Sur le coup, on est on peut être gêné parce qu'on se dit, ah, mais cette personne voulait partager des choses avec moi et puis moi, je l'ai un petit peu rembarré. Eh bien, il dit le Khot Sadikim, au contraire. Au contraire, on devient un ami Ne'eman, un ami digne de confiance. Dès lors qu'on refuse de partager des paroles de la Shona, on devient un ami de confiance. Je vais vous le dire pourquoi. Vous savez très bien pourquoi. Quand vous vous rendez compte qu'une personne dit du mal des autres, vous n'avez pas envie d'être son ami. Parce que vous vous dites, bon, ok, il a fait le clown ou elle a fait le clown, elle a amusé la galerie, certes. Euh, mais qu'est-ce qu'elle dit quand je suis pas là? Vous voyez? Alors que quelqu'un qui, refuse de faire du colportage, eh bien, même si entre guillemets, parfois, on peut se dire, ah, j'étais un peu rabat-joie ou des choses comme ça, eh ben, en fait, on gagne beaucoup plus que ce qu'on aurait le sentiment éventuellement. C'est l'Ietzer qui nous fait croire qu'on perd hein, sur le coup. Oh, sois pas rabat-joie. Oh, ça va, elle veut juste partager des trucs. Oh, ça va. Allez, fais-lui, donne-lui une oreille attentive. Non, 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 ça c'est le Shonara, le Yetzer Hara. Quand voilà, on refuse de partager ce genre de conversation, en fait, on gagne également énormément. Euh, et puis, il y a aussi quand on ne répète pas un secret. Ah, ça, je ne sais pas. Ah, ça, je ne suis pas au courant. Alors que ça nous brûlerait les lèvres de partager l'info, eh bien aussi on gagne en hauteur, on gagne en émanoute, comment ça s'appelle? En fiabilité. On devient des êtres fiables. Et c'est des choses dont on ne voit pas forcément le résultat immédiatement. C'est des choses, vous savez, qui se construisent avec les années, en fait. D'avoir un Shem Tov, d'avoir une bonne renommée, c'est pas en faisant des stories sur Instagram. C'est en agissant selon la droiture. Mais il ne faut pas attendre des résultats immédiats. Ça se construit. Et il ne faut pas oublier que c'est les gens qui ont une certaine sensibilité qui vont apprécier le fait que nous aussi, on a cette finesse. D'accord? Donc, euh, donc voilà. Et enfin, parfois, le silence souhaitable, c'est le silence de l'aïmouna. J'ai reçu, ma voiture est partie à la fourrière. Et j'ai dit, j'ai pas crié, j'ai pas hurlé, je me suis pas plaint. J'ai dit, bon, allez, capara, merci Hachem pour ces caparottes. Et je lui ai pas pris la tête à Hachem. Alors là, on va le voir aussi, on va en parler, je crois que ça va être dans le cours la semaine prochaine, du silence, pardon, de la vertu positive que peut inclure le silence. Et parfois, c'est un silence qui montre qu'on a confiance.
J'ai confiance en Hachem quand je sais qu'il m'a fait cette épreuve. C'était pas pour rien, c'était les Tova. Parfois, c'est même avec un enfant ou avec un proche, de savoir garder le silence face à une attitude. Eh bien, parfois, c'est aussi le signe de dire, je te fais confiance. Je sais pas exactement qu'est-ce que tu fais, mais moi, je te fais confiance. On va le voir surtout dans le cours la semaine prochaine. D'accord? Alors, il y a des silences négatifs. Alors, le silence négatif, c'est se taire lorsqu'on l'on voit des choses euh, qui sont, qui ne sont pas souhaitables. Bon, c'est un peu compliqué parce que prendre la parole à propos de quoi, c'est toujours très, très, très compliqué. Mais s'il y a des comportements qui nous font, qui nous exaspèrent ou qui est contraire à notre éthique, un petit peu comme ce que je vous avais raconté avec ma fille à l'école, où on lui avait dit de mentir. Bah, moi non plus, j'ai pas gardé ma langue dans ma poche. J'ai dit, vous avez vous dit à ma fille de mentir. Moi, je suis très fière d'elle et je ne suis pas complice en fait de cette chose-là. Parce que comme vous avez dit, Dodi, qui ne dit mot consent. D'accord? Donc parfois, on est obligé de se prononcer pour se désolidariser d'une certaine attitude en disant non, je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas. D'accord? Ça, c'est donc, voilà. Donc, parfois, c'est très important de briser le silence. Et enfin, la dernière chose, il dit un silence qui est parfois même cruel. C'est intéressant, c'est quand, par exemple, on est avec quelqu'un et cette personne-là ne nous pose même pas de questions. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes à une table de Shabbat ou avec des amis, un anniversaire ou quoi. Et puis, ou alors vous rencontrez une personne, vous voulez faire la conversation et la personne vous regarde un peu de haut en mode, mais alors qu'est-ce qu'elle veut celle-là, quoi. Franchement, voilà, le silence un peu snob. De tu m'intéresses pas, j'ai rien à te dire, de toute façon, j'ai rien en commun avec toi. Tu mérites même pas que je m'intéresse à toi. C'est terrible. Franchement, parfois d'être dans une réunion comme ça, on a l'impression d'être transparente. C'est pas du tout agréable. Vous avez compris, donc on a vu un petit peu, on a commencé à voir que la parole englobait, si vous voulez, beaucoup de, de catégories, d'accord, des plus positifs aux plus négatifs. Et vous voyez que même le silence aussi, le silence, ça peut être un silence, comme on a dit, de respect de soi, de confiance, etc., d'humilité. Et puis en fait, ça peut être un silence au contraire d'orgueil, de pourquoi elle me parle celle-là, quoi. Franchement, j'ai rien à lui dire. OK? Et on va commencer à aborder donc les deux sujets, de la parole et du silence. Mais avant ça, je vous dis juste la règle. Il nous dit quoi? Le Chod Sadikim. Vous pouvez l'accrocher sur votre frigo. Il dit, il vaut mieux s'être trompé en se taisant que de s'être trompé en parlant. Par exemple, j'aurais dû faire une remarque et je ne l'ai pas fait, mince. Ce sera toujours moins grave que oh là là, je lui ai fait la chouma devant tout le monde. C'est hyper grave. Pourquoi? Parce que dans un premier cas, bah, c'est récupérable. Si je ne l'ai pas dit, bah, je peux toujours lui dire. Tu sais, il y a eu ça, ça et ça, j'aimerais qu'on en parle. Mais par contre, dans l'autre cas, non. Je ne peux pas reprendre mes mots. Si je les ai dit, en plus je les ai dit devant tout le monde et que je lui ai fait de la honte, bah, va récupérer. C'est difficilement récupérable. OK? D'accord. Donc là, ok, on a commencé à expliquer donc c'est quoi les deux catégories donc à chaque fois dans les deux domaines parole et silence. Maintenant, on va voir un petit peu donc dans ce qu'on appelle dans la paracha de Vaïgash, on va avoir deux rois qui vont émerger. Ce que nous dit le Midrash, il y a le roi qui s'appelle Yosef qui va émerger et le roi qui s'appelle Yehuda. Ils sont les deux issus des enfants de Yaakov, mais les deux vont incarner une forme de royauté. Et d'ailleurs, on aura deux Mashiach. Vous savez, on aura Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, donc en fait, qui descend de Yehuda, puisque David descend de Yehuda. Eh bien, on a en fait deux rois. On a le roi de la parole et le roi du silence. Vous connaissez le jeu du roi du silence? Qui est le roi de la parole? Qui est le roi du silence? Eh bien, le roi de
la parole, eh bien, ça va être Yehuda. Vaïgash Elav Yehuda. Yehuda va prendre la parole et c'est en maîtrisant sa capacité de parole que Yehuda va acquérir la royauté. Et qui est le roi du silence? Celui qui travaille dans la retenue, dans l'invisible, eh bien, c'est Yosef. Yosef, il a ce qu'on appelle le Koach Hashtika, la force de se taire, la force de la retenue. Et il le tient de qui? Il le tient de sa maman, de Rachel. Rachel, elle aurait pu dire des choses, notamment lorsqu'elle a laissé sa place à sa sœur sous la roupa. Elle aurait dit, mais c'est mon mari, mais c'est moi, je dois vivre ma vie, maman, maman. Et Rachel, en fait, a choisi de se mettre en retrait et de laisser la place à sa sœur. Et le Midrash, le Rav, en l'occurrence le Rav Shvardon, il explique que, basé sur le Midrash, que en fait, tout le temps où Léa était, donc les deux étaient mariés avec le même homme, Rachel n'a à aucun moment fait ressentir à Léa qu'elle était la numéro 2. Pour elle, elle avait autant de légitimité que Rachel. Et donc, c'est pas un silence qui a duré que l'instant de la roupa, c'est en fait une mise en retrait sur la longueur. C'est énorme. D'accord? Alors, c'est intéressant parce qu'on a tous un tikkun à faire dans l'un ou dans l'autre. Il y a des gens, ils n'ont pas appris à se retenir. Des fois, c'est des maisons comme ça, on a grandi avec des phrases, je vais te truc, je vais te machin, nanani, nanana, et la shonara, en veux-tu, en voilà, et on parle sans réfléchir, et on parle de manière impulsive. Bon, on dit souvent c'est des maisons séfarades, on le dit ou pas? Et de l'autre côté, il y a des maisons où il y a des non-dits. Beaucoup de non-dits. On ne sait pas mettre les mots sur les émotions. Des fois, on arrive avec un gros paquet, on n'arrive pas à dénouer des mots. Les nœuds et les mots n'ont pas été mis sur les choses. On n'a pas été clair. On n'a pas raconté l'histoire familiale. On n'a pas. D'accord? Alors, d'un côté, c'est mais moi, j'ai été traumatisée. Moi, j'ai été traumatisée. Moi, j'ai été traumatisée. D'accord? Comme une bonne famille séparate. Puis de l'autre côté, peut-être les. Je connais pas les familles ashkénazes, donc je ne peux pas mettre d'étiquette, mais peut-être que là-bas, eux, c'est plus la force, enfin justement, le fait qu'on n'a pas parlé des traumatismes. On n'en a pas parlé. Et donc l'enfant, en fait, il grandit avec un sentiment qu'il y a des choses qui sont bancales, mais comme dans toutes les familles, d'accord? Mais sauf que lui, il n'a pas les mots pour le dire, il a même pas, il peut même pas conscientiser ça, parce qu'en fait, il n'a même pas reçu l'information. D'accord? Donc, en fait, qu'on soit issu d'une famille type A ou type B, on a un travail à faire, soit dans le domaine de la retenue, ou soit dans le domaine de l'extériorisation, voilà, le visible. D'accord? Le fait d'aborder les sujets, les thématiques. Alors, en quoi Yehuda, il incarne cette force? C'est énorme, hein. Vraiment, c'est énorme. Alors, Yehuda, en fait, il va prendre la parole. Donc, vous connaissez l'histoire. Donc, Yosef a été vendu par ses frères. Il prend le rôle du vice-roi. Donc, il est vice-roi d'Égypte, d'accord? Et en fait, après 17 ans d'absence, 17 ans de séparation, il se retrouve face à ses frères, d'accord? Et que va dire Yehuda? Eh bien, Yehuda, il va faire un monologue. Un monologue magnifique. Franchement, moi, j'adore aller à la synagogue quand c'est Parashat Vaïgash et écouter la paracha. C'est juste exceptionnel. Si je ne me trompe pas, c'est, je crois, 17 versets qui va dire, en expliquant que, voilà, donc, l'histoire, c'est quoi? C'est que Yosef a dit qu'il prendrait Binyamin en esclave. Et donc là, Yehuda s'approche de ce qu'il croit être le roi d'Égypte. D'accord? Il ne sait pas que c'est son frère. Et il veut absolument que ce roi libère le petit frère, le petit Binyamin. Et donc, Vaïgash, et là, Yehuda, il va lui faire un monologue, il va lui parler de son père, Yaakov, qui est vieux, qui porte déjà le deuil de son fils, Yosef. Et Yosef et Yaakov, avec sa femme, sa préférée Rachel, il n'avait que 2 enfants. Et il aimait Binyamin, Venafsho, Kshura Benafsho. Son âme, elle est liée à l'âme de Binyamin. Et s'il ne le voit pas revenir, il va mourir.
Et si moi, si je le ramène pas, je me sentirai coupable. Et s'il te plaît, fais que je reparte avec mon frère. Comment je pourrais pas, comment je pourrais retourner vers mon père sans ramener l'enfant? Comment je pourrais voir cette douleur accabler mon père? Vraiment, tu t'écoutes ça, tu pleures direct. Et à ce moment-là, Yosef, Velo aya yachol Yosef leitapek, il n'a plus pu se retenir. Parce que je vous ai dit, Yosef, c'est la force de retenue, c'est celui qui est capable de se taire, c'est celui qui est capable de prendre sur lui, d'absorber. Mais pas prendre sur lui en mode ah, j'absorbe, 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 et à la fin j'explose. Non, il est capable, il a cette capacité d'absorption. Il est fort. Mais là, ça y est, il peut plus. Vélo, Aya, Yachol, Yosef, et Itapek, il peut plus se retenir. Et là, il va leur dévoiler qui il est. Je ne suis pas le roi d'Égypte, je suis votre frère Yosef que vous avez vendu. Mais vous allez voir, on va expliquer comment il va se dévoiler. Alors, Yehuda, il te dit, regarde, tu sais, parfois, tu veux que quelqu'un t'écoute. Parfois, ça va être avec l'administration, parfois, ça va être avec un prof d'un enfant, parfois avec un patron, parfois avec un policier, parfois avec quelqu'un de plus proche. Eh bien, sache que quand tu parles du fond de ton cœur, en mentionnant avec sincérité les enjeux d'une situation, parler de tes sentiments, ne pas avoir honte d'exprimer ta détresse, être vrai, être émette, eh bien, tu peux produire l'incroyable. Tu vois que Yosef, qui était pourtant la force de la retenue, la plus incroyable à ce moment-là, eh bien, il s'est révélé. Quand on commence à parler vrai, à parler honnêtement, eh bien, on peut faire tomber des murailles face à nous. C'est ce qu'on appelle le koach hadibour. Le koach hadibour, c'est la force de parole. Et la force de parole, quand la parole est issue du cœur, alors elle brise toutes les barrières, parce que les paroles qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Quand toi, tu as ouvert ton cœur, tu ouvres le cœur de l'autre. Euh, je ne sais plus si vous avez déjà raconté cette histoire, je crois que c'était le Chafetz Chaim. Donc, le Chafetz Chaim euh, ou c'est le Rav Chaim de Vologine, je ne me rappelle plus, un des deux, qui a dû se retrouver face à un gouverneur polonais. Il voulait absolument introduire les matières profanes dans les yeshivot. Et si ce n'était pas le cas, ils allaient retirer toutes les subventions aux études et même fermer la yeshiva. Et ce gadol, je ne sais plus, c'est un des deux, le Rav Chaim de Vologine ou le Chafetz Chaim, ne parlait pas polonais. Et en fait, quand il a pris la parole, il a parlé dans sa langue maternelle, je pense le lituanien, et à la fin, le gouverneur a dit, c'est bon, j'ai pas besoin de traducteur. C'est bon, je vous accorde ce que vous voulez. Parce que c'était des paroles qui sortaient du cœur. C'est énorme. Et c'est pour ça, oui, je ne sais pas si vous avez vu en ce moment, on lance un programme qui s'appelle le Club Bat Mitzvah. Euh, et c'est pour les jeunes filles entre 11 et 13 ans qui sont en âge de célébrer leur bat mitzvah. Et on leur donne beaucoup d'outils, en fait. Et un des outils, une des soirées consacrées, c'est consacré au thème de la parole. Comment prendre la parole, comment se dire qu'on a un message à transmettre aux autres, ne pas répéter ce que tout le monde dit et ne pas croire que c'est vrai parce que tout le monde le dit, mais vraiment se dire quel est mon message unique, qu'est-ce que j'ai à transmettre au monde qui m'entoure. Parce que parfois, les filles, d'abord, elles ont honte de faire leur discours de bat mitzvah, ou bien elles le font, mais elles vont demander à ChatGPT de le faire à leur place. Non, non, non. Va chercher toi dans la paracha, qu'est-ce qui te parle, quelque chose qui te fait vibrer le cœur, et quelque chose que tu as envie de partager. Parce que ce qui te fait vibrer, c'est ce qui va faire vibrer les autres. D'accord? Et voilà, c'est vraiment un des buts qu'on a mis dans. Parce qu'il y a tout un projet pédagogique derrière que j'ai construit avec des rabbinim, etc. Un des buts, c'est qu'elles prennent conscience, ces jeunes filles à 12 ans, du Koach HaDibur. Du Koach HaDibur. D'accord? De la force de la parole. Donc, si Yehuda lui représente le Koach HaDibur, la puissance de la parole, comme je vous ai dit, Yosef, à l'image de sa mère, comme il le rapporte le Rav Pinkus, représente le Koach Ashtika, la puissance du silence. Alors, on va essayer d'analyser un petit peu, d'accord? Comment Yosef il va exprimer cette retenue? Donc, souvenez-vous, ça fait 17 ans qu'il n'a pas vu ses frères. Imagine qu'une personne
tu as fait une crasse, une délation, diffamation, et qu'à cause de cette personne, on se retrouve 12 ans en prison et 17 ans en tout loin des nôtres. Et que enfin, on se retrouve face à cette personne. Alors c'est très intéressant de voir que déjà, il y a un premier moment où il y a marqué, ça y est, Youssef, il peut plus, il arrive plus à se retenir, il arrive plus là, ça va sortir, il va pleurer, il va devoir extérioriser. Et bien à ce moment-là, nous disent nos sages, il a fait quelque chose mais d'énorme, énorme. Vous voyez, il se retrouve dans son palais avec ses frères. Il va enfin révéler qui il est. Il en peut plus. Il va pleurer. Euh, et quand il sent qu'il en peut plus, il va dire aux serviteurs égyptiens, aux autres ministres et sous-fifres de sortir de la pièce. Et là, on voit que même quand il sent qu'il va perdre le contrôle, il a encore le contrôle. La preuve, c'est qu'il fait sortir les Égyptiens. Ça veut dire quoi à notre niveau? Ça veut dire que quand je sens que je peux exploser, j'ai encore du contrôle. Tu sais quoi? Là, je sens que là, mon fils, il m'a mis les nerfs en boule. Eh ben, je peux encore aller dans la salle de bain, 2 secondes, me passer de l'eau sur le visage. Non. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Pour pouvoir parler posément. Parce que le but, c'est pas de se taire. Comme on a dit, si un silence était juste pour en fait se retenir pour mieux exploser après, ça n'a pas ça n'a pas une bonne teneur, ça n'a pas une bonne vertu. Le but, c'est se calmer, pas réagir à chaud, parce que quand on réagit à chaud, on sait qu'on va blesser l'autre la plupart du temps. On va faire du onat varim. Mais tu m'as truqué, je vais te laisser parce que... Voilà. Bon, peut-être vous connaissez pas ça chez vous, mais chez moi, oui. Donc, en fait, on a besoin de redescendre la tempête émotionnelle avant de pouvoir parler. Puisque parler en état d'agitation émotionnelle, c'est comme conduire en état d'ivresse. Il y a toutes les chances qu'on fasse des dégâts. Donc on ne se dit pas, oh, mais écoute, ok, je suis ivre. Peut-être que je vais faire un accident, peut-être que non. Non, tu ne te poses même pas la question, tu ne prends pas le volant. Tu attends de dessouler et seulement après tu prendras le volant. C'est ça la règle, on est toutes d'accord ici. Eh bien c'est pareil, quand je suis en état d'agitation émotionnelle et que je sens que je vais tout exploser, eh bien je ne prends pas le volant. Je ne prends pas le volant de la parole. Je vais me calmer, je vais me dessouler, je vais descendre l'agitation émotionnelle. Et là, seulement là, une fois que je sens que c'est redescendu, je reprends le volant, je prends la parole. Donc, imaginez, il est là, ça fait 17 ans. On s'imagine qu'il cogite dans sa tête. Qu'est-ce que je vais leur dire le jour où je vais les revoir? Qu'est-ce que je vais leur dire? Ce que vous m'avez fait, qu'est-ce que j'ai souffert à cause de vous? Je vous déteste, je vous hais, je vous en veux, la mort, plus rien, rien ne pourra jamais pardonner ce que vous avez fait, machin. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas parler en mode Yehuda, Yosef? 17 versets? Non. Yosef, un verset, 5 mots. Il dit quoi? Il dit Ani Yosef, Aod Avi Chai. Je suis Yosef, est-ce que mon père est encore vivant? 5 mots. Waouh, c'est énorme. Là, à ce moment-là, on te dit ne privilégie pas les grandes envolées lyriques, surtout pas. Ça serait contre-productif. Ne joue pas les Yehuda. Choisis un mot, mais choisis le bien. Ne va pas dans des trucs. Ah, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, de ce que j'ai subi, de ce que j'ai vécu à cause de vous. Non. Il leur parle même pas de lui. Il leur dit juste les faits. Annie, Yosef. Et c'est très fort. Il s'en tient aux faits. Euh, et de là, on apprend déjà que quand on veut faire passer un message à quelqu'un, il y a quelque chose de très fort. C'est tout simplement de parler des faits et pas encore, même pas encore de l'interprétation qu'on en fait. Par exemple, un enfant, je sais pas, il frappe sa sœur.
Zenira lecha beseder, ça te paraît normal. Elle pleure. Maintenant, si on parle, mais regarde, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais j'en peux plus de cette violence à la maison, mais vous m'avez cassé la tête. Mais regarde, maintenant elle pleure. Et qu'est-ce que tu lui as fait? Tu vas la traumatiser ta sœur et j'en peux plus. Bon, peut-être pas chez vous, chez moi, oui. Eh bien, il dit le Rav Jacobson que quand en fait on en fait trop, on en fait des tartines, eh bien la personne en face, elle est tellement, si vous voulez, tétanisée que elle va activer des réflexes de protection. Et ça va s'apparenter à du déni ou de la mauvaise foi. Oh, mais ça va, mais c'est pas grave. Oh, mais elle m'a énervé. Oh, mais ça va, je n'ai pas fait si mal. Plus tu es court, plus l'autre va activer sa capacité d'autorégulation. Invite l'autre à l'introspection. C'est énorme. Mais c'est énorme. Parce qu'en fait, l'autre, effectivement, il a un sentiment de malaise. Et comme ce sentiment de malaise n'a pas été brouillé par la honte, l'agitation émotionnelle, la colère, la culpabilité, alors en fait, il se débrouille avec ce sentiment de malaise, il le rencontre, il se dit, ah ouais, vraiment, c'est pas sympa ce que je lui ai fait à ma sœur. Et donc, en fait, il s'autorégule. Mais quand on rentre en conflit, on commence à lancer des trucs, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, qu'est-ce qui se passe? On court-circuite la capacité de l'autre à s'autoréguler. C'est énorme, c'est vraiment énorme, 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 énorme. Moi, j'ai eu ça avec mon fils. Il était en tioule avec l'école en sortie. Il a eu la bonne idée d'appeler la police. Ah non, le directeur, il allait nous tuer. Il a dit l'Archouma, quel Khilou Lachem, il a appelé la police et tout. Et on s'est dit, bon, mince, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, j'ai compris qu'il n'avait pas vraiment. Bon, vous savez, les enfants, ils ont des imaginations débordantes à ces âges-là, surtout certains, certains d'entre eux. Mais je pense qu'il s'est pas rendu compte de ce qu'il a fait, en fait. Il avait le téléphone de sa sœur. Il sait que quand tu fais 100, ça tombe sur la police. Et voilà, et il a dit, oui, je suis en tioule avec l'école et tout. Alors le policier, mais quoi? Il y a un problème, il faut que je vienne vous chercher, qu'est-ce qui se passe et tout. Jusqu'à ce que le prof, il a pris le téléphone. Il s'est retrouvé avec le policier. Non, tout va bien, ne venez pas, tout va bien. Donc ça va, il n'y a pas eu de conséquences, mais on s'est fait remonter les bretelles par le prof et par le directeur. Bon, voilà, comment tu gères un truc comme ça, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup, quoi. Regarde, chérie, ça a mis vraiment dans l'embarras les profs. Tu trouvais que c'était une bonne idée de faire ça, franchement. Oui, mais il suffit d'une phrase, trois, quatre mots, c'est bon. Allez, ça va. Maintenant, laisse-le se débrouiller avec ça. C'est énorme ce qu'il nous donne Yosef comme conseil. Alors évidemment que la source de ça, c'est le Koach HaIpuk, parce que c'est la force de retenue, parce que nous, on a envie d'exploser, de dire, mais te rends pas compte, mais ce que tu as fait, mais c'est très grave, mais machin, mais ceci, mais cela. Et là, on te dit, non, il faut que tu ailles chercher en toi la force de retenue, que c'est ça qui t'active tes tripes, et sur ça, tu choisis tes mots, et tu choisiras probablement les bons mots, ceux qui vont faire que bah, lui, il va apprendre à avoir une meilleure gestion de lui-même. D'accord? Euh, et il nous dit, je vais enchaîner avec d'autres idées par rapport au fait de faire passer un message négatif à quelqu'un, un reproche par exemple. Il dit souvent, Élie Lemel, il dit déjà, premièrement, remontrance, c'est les mêmes mots que remonter. Quand tu fais une remontrance à quelqu'un, et ben, en fait, tu peux tout à fait, par la même occasion, paradoxalement, le mettre en valeur. Par exemple, comment? Eh bien, dire, bah, ce que tu as fait, ça ne te ressemble pas. Donc, toi, tu es bien, mais ton action, ça, je l'invalide. Ou sur ça, je suis désolée, mais je trouve que tu n'as pas été à la hauteur. Donc, tu es mon ami. J'attends des belles choses de toi. Mais sur ça, en particulier, j'ai été déçue. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Je peux faire passer le message parce qu'il y a quelque chose qui m'a dérangé. D'accord? C'est une parole constructive. Je répète et je le dis, l'idée n'est pas de se taire ad vitam aeternam, d'accord? L'idée, c'est de choisir. Choisir quand est-ce que je me
s'arrêter, quand est-ce que je vous parle. Et il y a un livre chez mes enfants que j'aime beaucoup. C'est un livre sur le feu tricolore. C'est un livre sur la colère. Et il donne un outil remarquable. Il te dit quand tu sens que la colère monte en toi, eh bien, tu passes le feu tricolore. C'est quoi le feu tricolore? Feu rouge, je me tais. J'ai une capacité de tenue et de retenue. Je sais me tenir, me contenir, d'accord? Et me retenir. C'est le feu rouge. Le feu orange, je sors, je me calme, je fais descendre l'agitation émotionnelle, je me passe l'eau sur le visage, je prends un café, je vais faire un tour, je fais du yoga, tout ce que vous voulez. Et ensuite, feu vert, je parle. Le titre du livre, je vais retrouver ça. C'est une série de livres sur les émotions. Il y a la peur, il y a le chaos, il y a la tristesse. C'est très, très bien fait. Et chaque livre, en fait, à la fin, il donne un petit outil qu'on peut utiliser. C'est très, très bien fait. En hébreu, c'est en hébreu, par exemple. Maintenant, je le dis, c'est très important. Qu'est-ce qui me donne la force d'avoir le feu rouge? Qu'est-ce qui me donne la force? C'est de savoir qu'à la fin, j'aurai le feu vert. Ne parle pas maintenant, parce que quand tu parleras tout de suite, ça sera plus constructif. Vous avez compris? Donc, remontrance, remonte. Ah, je suis désolée, mais de parler comme ça, c'est pas ton genre. D'accord? Donc, tu es quelqu'un de bien. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut paradoxalement profiter de la critique pour mettre en valeur l'autre. OK? Euh, ensuite, il dit aussi le Rav Lemel, reproche, rapproche. Quand on fait un vrai reproche à quelqu'un, on lui dit quelque chose qui nous a blessés, paradoxalement, ça peut nous rapprocher. Regarde, moi, tu sais que j'ai vécu une épreuve et moi, je trouve que, voilà, à ce moment-là, j'ai senti que tu n'as pas été là pour moi et ça m'a fait de la peine. Et je te le dis parce que je t'aime profondément et que notre amitié, elle compte beaucoup pour moi et que ça fait partie d'une amitié. Ça m'a fait de la peine. Eh bien, je vous assure que quand on a cette transparence avec les autres, moi, ça m'est déjà arrivé, quelques fois d'avoir eu voilà, quelque chose qui m'est arrivé aux oreilles, ça m'a un petit peu déplu ou déçu. Et moi, je suis très transparente, d'accord? Donc, j'attends voilà, de bien sentir le truc, mais je prends mon téléphone, je regarde, il y a eu ça, ça et ça, soit c'est une erreur, ou soit j'ai mal compris, mais si effectivement c'est ça qui s'est passé, bah, moi, honnêtement, ça m'a fait de la peine parce que j'attends de notre amitié. Et ben, je vous assure que ça rapproche, vraiment. Pour l'avoir vécu, ça rapproche. Et il dit la Gemara dans Choulin dit Ma ou manuto chez la dame baolamazé, c'est quoi l'art l'art de vivre d'une personne dans ce monde? C'est Yassim Atzmo Ilem, de euh, être comme un muet. Alors, vous m'avez dit, mais non, mais t'as dit que l'idée, c'est pas d'être muette tout le temps. Alors, en fait, c'est d'être comme un muet. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je vais être comme muette. La bouche, elle s'ouvre pas automatiquement. Oh, il faut que je le dise, il faut que ça sorte. Non. Il y a des moments où je la ferme, des moments où je l'ouvre et je suis la reine. Comme Yehuda, comme Yosef, c'est des rois. Eh ben, moi, je suis la reine sur ma bouche. Quand je suis en maîtrise de ma communication, je vais faire passer des messages qui remontent l'autre, qui nous rapprochent, qui font du bien à l'autre, même si parfois c'est des messages qui ne sont pas forcément agréables à faire passer, d'accord? Mais ma kavana, elle est bonne. Alors non seulement ça me rapproche, ça valorise. En plus de ça, comme on a dit au début du cours, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah quand j'ai fait passer une remontrance, mais que je l'ai fait en ménageant la sensibilité de l'autre. Tout ça, en fait, vous avez compris. J'ai pris la clipat noga de ce message que je devais faire passer, c'était nécessaire, mais vu que j'ai mis les bonnes cavanotes, c'est devenu mitzvah, 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 mitzvah du début à la fin. Et en plus de ça, moi, je prends de la hauteur, je me hisse et je prends la maîtrise de ma bouche. Je deviens reine sur moi-même. Et il y a des moments où
il faut se taire. Parce que c'est ce qui va m'empêcher de dire les mauvaises choses. Les mauvaises choses, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit, faire de la peine à quelqu'un, rebondir à la volée en partageant des paroles de la Shonara. Donc, il dit le Chazon Ish, pour avoir le permis de conduire, il faut impérativement savoir freiner. Vous êtes d'accord? Eh bien, il dit, pour avoir le permis de parler, il faut impérativement savoir se taire. C'est ça ce que ça nous dit. D'accord? Et je vais terminer sur ça, sur une, euh, une explication de la paracha de Matot. Et la semaine prochaine, on va enchaîner donc avec la suite de ce cours et on aura terminé tout au Chod Sadikim, 30 cours sur la gestion des émotions. Euh, en fait, Moshe, dans la paracha de Matot, nous donne un message extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. En fait, il va, donc il s'apprête à distribuer les terres aux différentes tribus, d'accord? Et avant ça, il y a écrit Lo yachol lo yachel devaro, kechol ayotse mi piv yaase. Alors on parle de qui? Ben, Moshe Rabbeinu nous dit une bonne personne comment dire, tient sa parole. Tout ce qu'il a proféré avec sa bouche, il va l'accomplir, il se doit de l'accomplir. En anglais, on dit May your word be your bond. Que tu sois lié par tes paroles. May your word be your bond. Alors, avant, il nous dit l'importance de respecter nos promesses, les promesses qu'on a fait aux autres, de respecter nos engagements, mais de manière générale, donner du poids à notre parole. Ok, ça c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs dans les cours précédents sur le mensonge et la vérité. Ok? Et regardez comment, donc il nous rappelle ça en départ. Et comment il va nous donner un exemple où chaque mot compte, chaque mot percute, chaque mot transforme. En quelques lignes, il te donne sur un plateau d'argent l'art justement du reproche qui passe bien, d'une remontrance qui passe bien, d'un reproche qui rapproche, d'une remontrance qui remonte. Eh bien, avant d'entrer en guerre, il y a les tribus de Réhouven et Gad qui demandent une partie de terre, mais à l'est du Jourdain, c'est-à-dire en dehors de la terre d'Israël. Et comment ils demandent ça? Ils disent, on veut construire des parcs à brebis pour nos bétails et des villes pour nos familles. D'accord? Donc, on veut construire des parcs à brebis pour notre bétail et des villes pour nos familles. Que leur répond Moshe? Moshe, il leur répond dans l'autre sens. Vous voyez, comme c'est comme le Chacham, Rishon, Rishon, Acharon, Acharon, il va dans le bon sens. Il leur dit, ah, j'ai compris. Construisez des villes pour vos familles et des parcs pour vos brebis. En fait, Moshe se dit, mais ils sont fous ceux-là. Ils pensent au business avant de penser à leur famille. Puisqu'ils ont mis ça dans l'ordre. Ah, d'abord le bétail, genre en gros, il nous faut de la place pour nos entreprises. Ah, puis aussi, il faut aussi, oui, des écoles pour nos enfants. Ah, allez là-bas, parce que j'ai compris, vous voulez des écoles pour vos enfants et aussi pouvoir monter vos startups. En fait, il leur a fait un reproche, mais déguisé. Ah, tu vois, en fait, tu as inversé les priorités. Mais moi, gentiment, je te les remets en ordre. À aucun moment il leur dit, mais vous n'avez pas honte, mais nanani, mais ça va pas, mes trucs. Il leur fait du moussard, non, de manière subtile, avec un minimum de mots. Et comme vous l'avez remarqué, aucun mot négatif. De manière subtile, eh bien, il fait passer un message à quelqu'un de manière à ce que l'autre est prêt à l'entendre, est prêt à changer. Et ça, c'est vrai quand surtout on a pris conscience, comme on a dit au début, lo yachel devaro, donc on ne profane pas notre parole, c'est-à-dire en fait on donne du poids, de la force à ce qu'on appelle notre koach adibour. Mes mots comptent, mes mots engagent, mes mots ont de la teneur, ils ont de la puissance, mes mots transforment. Je prends conscience de ça. Alors en fait, plus je prends conscience de ça, plus en fait je vais avoir de la finesse et de la sensibilité et du respect de l'autre dans mes propos. Vous voyez, ça veut dire qu'en fait, c'est comme deux moteurs qui
qui se montent l'un avec l'autre, plus je prends conscience de ma parole, plus je suis aussi capable de la maîtriser et d'avoir une force de retenue. Et ça, c'est quelqu'un qui est maître sur soi et qui fait du bien aux autres et qui profite de toutes les paroles qu'il doit prononcer pour les transformer en mitzvah. Voilà. Vous avez des questions?